quand tu es habitué à voir quelqu'un dans ton feed, bah forcément, tu n'as peut-être pas le besoin maintenant. Mais quand tu auras le besoin, par exemple, de refaire un logo, tu vois, je t'appelle toi parce que j'ai l'habitude de te voir. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je dis qu'il faut que je sois millionnaire à 25 ans. Après, j'ai des trucs qui m'ont fait un peu plus flipper. Ou des mecs qui m'envoyaient en MP, c'était toi à telle heure, dans telle rue, devant tel magasin. Il y a des freelances qui se prennent pour des agences. Ouais, je comprends. Je l'ai été. Ouais. Je ne leur jette pas la pierre. On s'est dit, bon, on a quand même travaillé d'arrache-pied pour cette campagne. On a payé les créateurs, on a payé les prestats, on a payé les monteurs. On peut pas perdre de l'argent. Ça fait 6 mois qu'on existe, c'est pas possible, on peut pas perdre de l'argent. Et on s'était dit, mais ouais, mais ça arrive qu'aux autres les impayés. On travaille avec des grosses boîtes, bien évidemment qu'elles vont nous payer. Que nini. Que pour faire connaître une marque sur les réseaux sociaux, il y a 3 piliers. Just Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Just Brand, un podcast où on parle branding, marketing, communication et design. Aujourd'hui, on invite Manon Rock. Exact. Salut Manon, comment ça va? Salut Arthur, ça va très bien et toi? Super. Alors, commençons par te présenter. Tu es cofondatrice de Cosmi, une agence UGC. UGC qui veut dire User Generated Content. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tu aides les marques à créer du contenu grâce à des acteurs UGC, des personnes qui vont venir incarner le rôle des consommateurs de cette marque, qui pourraient être consommateurs d'ailleurs eux-mêmes, pour communiquer sur les réseaux sociaux. Exactement, t'as tout dit. Magnifique. Et donc, avant de lancer cette agence, qui a 1 an il y a 2 semaines. Exactement. Joyeux anniversaire. Souffler notre première bougie. C'est Merci. trop cool. Donc, tu as commencé le marketing, tu as goûté, tu as fait 2-3 stages par-ci par-là. Tu as commencé en 2017. Ouais. Donc, à 18 ans, directement après le bac. Tu as fait plusieurs stages, dont un à Pizza Hut ou Domino's Pizza, je sais plus. Ouais, Pizza Hut, ouais, c'est ça. Et où tu étais community manager. Ouais, ça, alors, pour être totalement transparent, j'ai un petit peu mytho. Je dois raconter là la vérité au bout de 2 minutes, ok. En gros, moi, j'ai fait, du coup, déjà, j'ai fait un bac pro commerce. Donc, du coup, quand je fais un bac pro commerce, t'as des stages à faire en entreprise. Donc, j'ai fait pas mal de stages dès mes 14 ans, au final. Les premiers stages, c'était dans la vente. J'ai fait IKKS, j'ai fait Lacoste, enfin, de la vente en prêt-à-porter. J'ai fait aussi de la vente en multimédia, un petit peu d'immobilier dans un groupe IMO. Et après, j'ai fait un dernier stage aussi dans une start-up. Et c'est là où j'ai un peu vu le délire des start-up. Et je me suis dit, ah, ok, c'est pas mal, la communication, etc. Après, je suis partie en école de commerce. Et du coup, en école de commerce, déjà, quand ils ont vu mon dossier avec un bac pro, ils m'ont dit, bon, je ferais mieux de retourner en bac général, de faire une LES un petit peu comme tout le monde, si tu veux poursuivre tes études. Moi, il était hors de question que je me retape 3 ans d'école. Donc, j'ai un petit peu persévéré. J'ai fini par trouver une école qui s'appelle l'IPAG. Il y a un campus à Nice et à Paris. Moi, j'étais sur le campus de Nice. Et du coup, j'ai fait un BTS et un bachelor. Et du coup, durant ce BTS et ce bachelor, on avait des périodes de stage, donc plus ou moins longues. Il me semble que c'était 6 mois à peu près les périodes les plus longues. Et du coup, j'ai fait un stage chez Finly, on en parlera juste après, mais du coup pour payer un petit peu mes études à côté, j'étais chez Pizza Hut, donc en employée polyvalente, et à côté, vu que j'adorais la communication, le marketing, et que très honnêtement la communication et le marketing du Pizza Hut où je travaillais était un petit peu dégueu, je me suis dit let's go, autant proposer un petit peu mes services. Et c'est là où j'ai commencé aussi à tâter un peu le terrain du freelance. J'étais totalement bénévole parce que il avait 0 budget pour moi, mais au moins je me faisais un petit peu d'expérience. Donc c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à toucher à la com comme ça. Ok. C'est souvent comme ça qu'on commence. Hein. Ouais. Mais c'est top. Ok, donc du coup, après ça, Finley, et tu finis par rentrer en CDI. C'est ça. Alors en gros, Finley, donc j'avais mon stage de 3e année de bachelor. Donc j'étais sur le campus de Nice, je suis montée jusqu'à Paris pour faire le stage. J'ai adoré le stage, j'ai adoré Paris, donc j'étais commerciale. Et j'aimais bien le job de commercial, mais un petit peu trop redondant. Donc je voulais un petit peu plus de challenge et ils n'avaient pas du tout de pôle marketing. Donc on s'est dit ensemble, let's go, ouvrons le pôle marketing. Donc du coup, pour finir mon master, j'ai fait 2 ans d'alternance chez Finley. Et après, je suis restée 6-8 mois en CDI. Du coup, là, j'avais la gestion totale du pôle marketing qu'on avait monté ensemble. Il y avait 3-4 salariés. Ok, donc Finley qui est une agence d'influence. On était plus une plateforme de smart matching entre influenceurs et marques. Après, quand je commençais à partir, ils ont développé aussi la partie agence. Mais moi, quand j'y étais, on était plus sur un SaaS qui mettait en fait tout simplement en relation des influenceurs et des marques pour des collaborations commerciales. Ok, très bien.
très clair. Ok, et donc là, depuis maintenant 1 an, tu as lancé ta propre agence, ça y est, tu es patronne. Exactement. Patronne à 23 ans. C'est ça, bah là j'ai 24, maintenant. mais ouais, quand j'ai monté la boîte, j'avais même 22, je crois, parce que je suis en fin d'année. Ok, c'est impressionnant. Comment tu t'es dit, je vais quitter cette super agence que tu aimais beaucoup, si j'ai compris J'adorais. compris. Vraiment, c'est ce qui m'a fait aimer l'entrepreneuriat parce que on était une toute petite structure. Quand je suis arrivée, on était 3. Je crois qu'on a fini par monter à 15, 20 à peu près. J'ai plus le nombre exact en tête. Mais je voyais vraiment que ce que je faisais avait du sens et que je pouvais vraiment impacter une boîte, que en fait, mon travail avait aussi une valeur, que si je me donnais à fond, il pouvait y avoir des résultats. Et ça m'a vraiment donné le goût de l'entrepreneuriat. Et en fait, ça me paraissait aussi un petit peu la suite logique. J'avais toujours voulu entreprendre, mais je pense qu'il me manquait, tu vois, un petit peu la personne, désolée du terme, mais qui te met un petit peu le coup de pied au cul derrière pour te lancer. Et au final, c'est avec nos anciens boss, parce que Martin et moi, on s'est rencontrés, donc Martin qui est mon associé sur Cosmi, on s'est rencontrés chez Finly. En fait, lui, il était commercial et moi, j'étais sur la partie market. Du coup, on avait pas mal de synergie entre nos deux pôles. Et on était aussi assez proches de nos anciens fondateurs. Et du coup, c'est aussi eux qui nous ont dit, pourquoi pas faire un projet entrepreneurial, etc. Donc, on y a réfléchi. On a vu que l'UGC aussi avait un bel essor au niveau de l'UGC en France, qu'aux États-Unis, qui est un schéma, généralement en Europe, on reproduit un petit peu le schéma des États-Unis et l'Amérique plus globale. Et du coup, on s'est dit, bon, écoute, let's go, on se lance. On a entre guillemets rien à perdre. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on pourra toujours retrouver un autre CDI derrière et on aura appris plein de choses. Ok, ça s'est bien passé du coup, parce qu'en fait, c'est Finly qui vous a incité à monter une boîte. Alors oui et non, pour pas trop rentrer dans les détails, c'était à la suite de conversations parce que eux, ils avaient aussi ce truc entrepreneurial où ils avaient monté un startup studio où ils aidaient justement d'autres entreprises et d'autres jeunes à entreprendre. Et du coup, c'était plus dans ce cadre-là, mais on est sorti de ce cadre-là. Donc ils nous ont en tout cas aidés à mettre le sujet sur la table et après, disons qu'on a fait le reste. Ok, donc là, vous n'avez pas de partenariat avec eux ni rien. Aujourd'hui, non. Ok, d'accord. Ouais, parce que moi, je t'ai vu un petit peu de loin évoluer, parce que je t'ai vu chez Finly. Mhm. Parce que tu as quand même développé, tu as commencé LinkedIn. En euh, 2020, je crois. ouais, 4 ans. Ouais, c'est un petit Tu as peu de temps. commencé très tôt. Après, c'était pas à la même échelle. C'est-à-dire qu'en 2020, c'est quand je suis rentrée chez Finly, donc ouais, pour mon stage. Et je crois que j'avais dû poster mon CV ou un truc comme ça pour avoir une alternance. Après, j'avais posté deux, trois publications sur Finly, sur l'influence. Et en fait, c'est quand j'ai ouvert le pôle marketing chez Finly. Donc du coup, ouais, je pense septembre 2020 à peu près, où en fait, moi, mon taf, vu que c'était de faire de l'inbound marketing, il fallait que je fasse connaître Finly. Et de base, les deux fondateurs étaient plutôt dans de la tech. Enfin, ils n'étaient pas du tout dans un profil marketing et commercial. Donc, du coup, j'ai pris ce rôle à cœur et je me suis dit, en fait, il faut que je sois un petit peu le visage et l'image de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de créer une communauté autour. Enfin, au début, en toute transparence, j'ai pas essayé de créer une communauté. C'est un petit peu arrivé comme ça sur le tas. Au début, je voulais juste relayer les événements parce que j'organisais un webinar par mois. Du coup, il me fallait du monde, tu vois, à ces webinars. Et comment avoir du monde, comment toucher les professionnels sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça que j'essayais de faire des posts, d'inviter des gens, de trouver des hacks pour faire des événements LinkedIn et avoir un maximum de participants. Et c'est comme ça que c'est parti. Ok, et là maintenant, tu es une des filles qui a le plus d'abonnés sur Franchement, LinkedIn je en pense France. pas. Aujourd'hui, maintenant, il y a des créateurs, c'est leur métier, ils sont à 100% dessus. Moi, j'ai arrêté un petit peu de créer du contenu sur LinkedIn parce que je me suis concentrée. Tu sais, il y a plein de priorisations dans la vie et je me suis dit, là, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Je préfère développer à fond ma boîte et après, dès que je peux déléguer un petit peu l'opérationnel sur ma boîte, reprendre le personal branding, reprendre LinkedIn. Donc, c'est vrai que cette année, j'ai très peu posté. En toute transparence, j'ai très peu posté et je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai produit en termes de contenu sur LinkedIn. Il y a des contenus qui sont assez sympas, mais j'aurais pu donner beaucoup plus et je sais que je donnais beaucoup plus quand c'était pas ma boîte. Quand c'était pas ma boîte, j'avais beaucoup de facilité à en parler, etc. Mais depuis que c'est ma boîte, c'est beaucoup plus compliqué parce que je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment légitime de parler de ta propre boîte comme tu parles d'une autre boîte? Donc, et puis même en termes de temps, en fait, c'est plus en termes de timing où je me suis dit, aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Mais je suis en train de reprendre, donc ça tombe bien. Ce podcast va me donner un petit boost pour reprendre LinkedIn. Là, c'est bon, tu t'es engagé publiquement. Exactement. Ça sort quand que je m'y remette? Ça sort, en vrai, ça sort dans 1 mois et demi Ok, ça va. J'ai un mois pour préparer mon pour contenu. préparer. Donc tranquille. Ok, très bien. Bon, alors Just Brand, on parle de branding. Commençons correctement. Pour toi, c'est quoi la définition du branding? Ok.
Pour moi, le branding pour une marque, c'est son image globale. Qu'est-ce qu'elle reflète auprès des gens. Quand tu demandes, je sais pas, McDo, pour les gens, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut signifier le clown, ça peut signifier comme vous êtes, ça peut signifier manger rapidement. Tu vois, il y a plein de significations, mais en gros, c'est quel est le reflet de ta marque perçu par les consommateurs, selon moi. Et toi? Ok. Moi, je définis toujours la marque avant la brand, tu Ouais. vois, avant de parler de branding qui veut dire faire de la marque. Et comment est-ce que je le définis? C'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à ta marque. Ok, ouais, on n'est pas loin au final On n'est vraiment pas Ouais, loin on du n'est pas tout. loin. C'est très clean. Moi, j'aime bien la dire comme ça parce que ça C'est englobe carré. vraiment tout. Ouais, et puis c'est vif, c'est efficace et c'est court. Et donc, le branding, c'est créer des associations intentionnellement. Mhm. Bon. Très bien. Tu vois, t'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de moins. Et du coup, de ce fait, bah là, tu peux vraiment aller partout. Comme tu disais, tu vois, est-ce qu'on fait des mascottes? Est-ce qu'on parle, j'ai déjà dit dans un podcast, mais je leur dis, le McDo brand l'odeur de ses frites. C'est vrai. Donc, Les boulangeries aussi, enfin, il y a plein de... ouais. Mais Mais alors, moins parce que c'est pas... Oui, je suis c'est d'accord avec toi. différent, mais Je retire ce que j'ai dit. Ouais. non, mais c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu à leur insu, mais McDo fait exprès de. C'est une odeur particulière, quoi. Mhm. Donc voilà, très bonne définition. Et donc, en parlant de cette définition, comment est-ce que du coup, tu arriverais à définir le personal branding? Le personal branding, du coup, je dirais que c'est à peu près la même chose, mais sur une personne. Et c'est tout l'univers que tu arrives à créer autour de toi, autour de tes connaissances, autour de ton expertise. Et qu'est-ce que tu reflètes aussi auprès des gens, comment tu marques l'attention de ces personnes. Ouais, en général, c'est ça. Et c'est un petit peu. On n'aime pas trop ça en France, mais le personal branding, c'est un peu. Il faut réussir à se mettre dans une case. Pourquoi pas? Après, si tu définis ta case, pourquoi pas? Ouais. Bah, en fait, pourquoi est-ce que c'est pertinent de se mettre dans une case? Parce que les gens comme ça, dès qu'ils pensent à ce secteur d'activité-là, Oui, pense à toi. ils pensent à toi. C'est reconnaissable. Voilà. Mon objectif, c'est Arthur Valton égale branding. Je me mets dans la case du brand designer. Mhm. Point. Tu vois, c'est pas besoin de réfléchir plus. Et comme ça, quand les gens ont besoin de branding, ils appellent Arthur Valton. Mhm. C'est aussi bête que ça. Parce que derrière, en fait, il faut qu'il y ait un objectif business, quoi. Évidemment. Ou pas un objectif business, ou un objectif tout court, j'ai envie de te dire plutôt. Ouais. Mais, euh, mais du coup, c'est toujours pertinent de réussir à devenir une sorte de caricature de soi-même. Ouais. C'est là où le Je vois ce que tu veux dire. storytelling de sa personne devient pertinent parce que les gens du coup connaissent à peu près ton histoire Mhm. et de ce fait, bah, t'associes à un élément qui demain, bah, tu veux t'associer à quelque chose pour, je sais pas moi, vendre une marque parce que tu sais pas, tu sors des brosses dans l'électrique. Et ben, ça peut être pertinent de créer un storytelling qui est pertinent par rapport à cette marque. Donc voilà. Comment est-ce que moi je vois le personal branding? Très clair. Ok, très bien. Donc toi, comme on a dit, tu as quand même une marque personnelle forte, même si elle s'est peut-être un petit peu assouplie Mhm. cette dernière année à cause de Cosmi. Euh, mais bon, tu as quand même du succès. Mhm. Parce que 35 000 abonnés sur LinkedIn, un Je crois. truc Je comme suis très ça. sûre, mais on est dans ces eaux-là. Ouais. Voilà. Ce qui est quand même énorme, même en 4 ans. Mhm. Et bah, c'est bête, mais tout de suite, tu as quand même de la force dès que tu vas faire un post. Il y a beaucoup de gens C'est vrai. qui vont le lire, qui vont... Même si ça fait longtemps que j'ai pas posté, je sais qu'il y a quand même des gens qui regardent ce que je fais et ça apporte une crédibilité aussi supplémentaire, c'est intéressant. Bah, c'est ça qui est bien avec LinkedIn, c'est que tu as rarement d'abonnés fantômes. À part si les gens ne se Mm. connectent pas. En général, LinkedIn va quand même pousser ton post dans tes abonnés. C'est pour ça qu'on fait rarement des vues qui sont proportionnelles à son nombre d'abonnés. Mhm. Donc, ce certain succès, à quoi est-ce que tu le dois? Sur LinkedIn? Ouais. Même ta personal brand en règle générale. Ouais. Je pense qu'au début, c'est de tester plein de trucs. Tu vois, tester ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas en termes de ton, de tonalité du message, quelles sont les informations qu'il faut mettre, est-ce qu'il faut trop en mettre, pas assez. Enfin, tu vois, au début, il n'y a pas vraiment de post parfait, mais il faut aussi apprendre à communiquer et apprendre à rédiger des messages. Parce que bon, j'en vois plein, tu vois, sortir des secret sauce de comment il faut créer un message, etc. Mais je trouve que ça doit s'adapter aussi à toi, à ta personnalité et enfin, au message que tu as envie de transmettre aux personnes qui t'écoutent et aux personnes qui te suivent. Donc il y a déjà ça. Et puis après, la persévérance.
parce que c'est pas parce que tu postes une fois sur LinkedIn. Moi, je l'ai vu en 2020, je faisais 3 likes et généralement, les 3 personnes, c'était des gens qui travaillaient avec moi. C'est presque si je leur avais foutu le couteau sous la gorge pour qu'ils likent mon post, tu vois. Donc, ouais, persévérance parce que il faut, pour créer une communauté, justement, euh, pouvoir être visible. Et en fait, que les gens te voient une fois, 2 fois, 3 fois, et aient l'habitude de te voir sur le feed et se disent, bon, bah, ok, ce qu'elle dit généralement, c'est plutôt intéressant, donc je vais regarder la publication, je vais lire, je vais écouter, je vais commenter, etc. Donc vraiment, pour créer une communauté solide, je pense qu'il faut un flux assez régulier de publications soit généré. Euh, et après, et pour essayer de se démarquer, je pense qu'il faut aussi parler d'un sujet qu'on maîtrise. Je vois pas mal de gens qui essayent de parler, par exemple, tu vois, moi, l'IA, je connais pas trop ce sujet. Je peux faire un post dessus si jamais j'ai de la valeur à ajouter, mais je sais que demain, je suis pas la personne la plus qualifiée à parler d'IA, donc j'ai pas forcément de conseils ou d'expertise à donner dessus. Moi, je suis plutôt forte pour parler de vidéos, de branding aussi, pourquoi pas, de performance sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que je produis au quotidien pour les marques, pour les clients de ma boîte. Et du coup, là, je sais que les personnes qui vont regarder mes publications vont avoir de la valeur. Mais je vais pas essayer d'aller sur des terrains que je connais pas trop. Donc, je pense se trouver un domaine d'expertise et parler de son domaine d'expertise, ça permet de réunir des personnes qui sont justement connectées et qui sont attirées en fait par les mêmes sujets, les mêmes thématiques. Ouais, comme ça, ils t'associent. Du coup, ils te mettent dans une On en case. revient là. Voilà. Et donc, très bien, très bon next sujet, du coup. Euh, Comment, si on part de ce principe-là, avec LinkedIn ou même sans, tu arrives à créer une brand pour Cosmi. Et du coup, avec cette brand, comment est-ce que tu vas faire pour te différencier de tes concurrents sur ton marché? Ouais. Alors, pour Cosmi, au début, en fait, on n'a pas vraiment créé une brand pour Cosmi. On est parti de ma brand à moi que j'avais déjà créée sur les réseaux. Et en fait, ça a été un peu une extension. On préférait faire ça plutôt que créer une brand pour Cosmi et après que moi, je reprenne la brand de Cosmi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, on était parti déjà pour les couleurs, etc. Parce que moi, je trouve ça important, les couleurs, les éléments visuels, pour que tu puisses te rappeler que, ok, les tons un peu bleus, etc., c'est Cosmi. Les tons un peu jaunes, c'est X. Les tons un peu roses, c'est X, etc. Je trouve que c'est assez intéressant. En un coup d'œil, tu vois qui parle. Donc du coup, on est reparti sur ces couleurs-là. Nous, on a voulu créer un gros branding, parce que c'est hyper important pour nous, autour de l'espace, des cosmonautes. En fait, on voulait pas juste être une entreprise lambda, on voulait que les gens qui fédèrent à notre entreprise fassent partie un peu d'un groupe, d'une communauté, d'un club. On en parlera peut-être après, mais c'est pour ça aussi qu'on a monté le Cosmic Club avec tous les créateurs UGC, etc. Nous, avec Martin, on croit beaucoup justement au branding et à la force de tout ça et ce qu'elle propose. En fait, aujourd'hui, tu consommes plus une entreprise ou une agence, tu partages des valeurs, tu partages pas mal de choses, des centres d'intérêt, etc. Donc nous, on voulait vraiment relier tout ce qu'on aimait. Et Martin aime beaucoup aussi tout ce qui est étoiles, cosmonautes, etc. Donc c'était une thématique qui nous plaisait à tous les deux. Le nom Cosmi, on le trouvait assez court, assez catchy. Il allait un peu dans toutes les langues. Du coup, c'était plutôt bien. Il allait avec notre thématique astronaute. Donc c'était plutôt cool. Et après, ça s'est fait un petit peu de fil en aiguille, on trouvait des jeux de mots, on aime beaucoup les jeux de mots. Par exemple, les personnes qui travaillent avec nous, on les appelle les cosminautes. Donc, tu vois, il y a plein de petits jeux de mots comme ça qui font partie de notre branding et qu'on a trouvé un petit peu au compte-gouttes, je vais dire. Mais ouais, non, sinon, nous, c'est une grosse partie et on essaye de tous les jours reproduire un peu ce branding. Sur notre site internet aussi, on a voulu jouer le jeu à fond. Si tu vas sur le site internet, il y a des étoiles, tu vois vraiment le délire, t'as l'impression un peu d'être j'espère en tout cas, t'as l'impression d'être dans l'espace. Donc, t'as vraiment des codes qui se retrouvent un petit peu partout. On voulait pas laisser ça au hasard et se dire, bon, le branding, on verra quand on sera une grosse boîte, tu vois. Dès le début, on y a mis beaucoup d'importance. Ouais, t'as raison, c'est ce qu'il faut et surtout pas le sous-estimer. Et donc, parlons de Cosmi un petit peu et surtout de l'écosystème assez vénère que tu as mis en place, moi je trouve, parce qu'il s'auto-alimente. C'est vrai. Donc, tu as Cosmi qui est l'agence UGC, mais tu as aussi créé donc, le podcast Oser Marketer, où tu vas venir interviewer des créateurs UGC. C'est ça. Pour en fait, derrière, toucher les gens qui voudraient devenir créateurs UGC et donc les faire venir dans ta formation de créateur UGC pour ensuite les ramener dans ton club créateur UGC où il y a à peu près 900 membres que tu vas utiliser pour les mettre en relation avec les marques qui viennent te contacter. Donc, c'est quoi un petit peu le process? Parce que tu m'en as parlé un petit peu, je trouve ça très pertinent. Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer aussi cet écosystème assez vénère? En fait, tu vois le système d'un cercle un petit peu vertueux.
Et puis pareil, c'est des vrais communicants. Donc nous, on s'est dit, on a des marques. Nos clients, c'est les marques. Mais par contre, pour que ça marche, notre business, il nous faut des créateurs. Il nous faut des créateurs quali. Donc du coup, on s'est dit, bah ok, il nous faut des marques, mais il faut aussi attirer les créateurs parce que c'est hyper énergivore d'aller tout le temps chercher les créateurs sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, etc. On va perdre beaucoup de temps en fait à cette recherche. On sait que l'inbound marketing, ça marche bien parce que nous, depuis le début, on a fait que de l'inbound marketing. Moi, avec LinkedIn, justement, je fais que de l'inbound marketing. Donc on savait que l'outbound allait prendre plus de temps, allait nous prendre plus d'énergie aussi et était moins périn au final. Du coup, on s'est dit, on va réfléchir aussi à une stratégie un peu inbound pour récupérer des créateurs de contenu. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement. On a d'abord monté le podcast, je l'avais déjà avant, je l'ai juste un petit peu rebrandé, mais le podcast, ça fait 3 ans que je l'ai à peu près. Donc c'était avant Cosmi, je l'ai juste rebrandé quand on est passé sur Cosmi parce que ça faisait sens au final. Et sinon, on a directement monté le club de créateurs. Donc, le club de créateurs, en fait, on s'est dit que c'était aussi intéressant pour les créateurs qui, eux, cherchent continuellement des collabs avec des marques, mais en ont pas forcément. Et ils touchent pas forcément les mêmes marques que nous, on pourrait avoir en agence. Parce que les grosses marques, généralement, elles vont plutôt faire confiance à une agence pour piloter toute la stratégie, plutôt que se prendre un petit peu la tête à trouver les pépites créateurs, etc. Donc, nous, on avait accès à ces belles marques, et eux voulaient avoir accès à ces belles marques et à des collabs en plus régulièrement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un formulaire de contact où ils nous mettent leur portfolio, leur numéro de tirette, bref, des informations qui vont après nous servir. On les fait rentrer dans un groupe WhatsApp et c'est justement sur ce groupe WhatsApp, donc le Cosmic Club, où il y a plus de 900 membres aujourd'hui. Et dessus, on va mettre toutes les semaines les briefs de nos marques. Donc du coup, dans les briefs, on va mettre l'information sur la marque. On met pas le nom parce qu'on s'est déjà fait avoir par des créateurs qui essayent de snake, tu vois. Du coup, on va mettre les informations sur la typologie de la marque, quels sont les types de contenus que souhaite la marque, les informations sur la rémunération, parce que toutes les collaborations sont rémunérées à minimum 100 euros. Est-ce que c'est le créateur qui fait les rushs, le tournage, le montage, etc. Nous, il faut savoir qu'à l'agence, le créateur fait uniquement le tournage. Et parfois, on fait aussi le tournage, nous. Donc, il s'occupe pas du script, il s'occupe pas du montage. Ça, on l'a internalisé pour avoir un résultat beaucoup plus homogène et pour avoir une qualité de contenu supérieure et répondre justement à la demande des clients. Après, on va mettre toutes les informations aussi en termes de deadline pour les rendus, etc. Enfin bref, un brief ultra précis. Si le créateur souhaite postuler, il a juste à liker le message. Nous, après, on check son portfolio. C'est à ça que sert le formulaire en amont. Une fois que c'est bon, on propose les profils à la marque. Donc, on fait un tri. Parce que tu t'imagines bien que sur 900 membres, on va pas proposer les 200 qui ont participé. Donc, on fait un tri. On propose les créateurs aux marques. Et après, les marques, choisissent les créateurs. Et donc, ça fonctionne un petit peu comme ça. Au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de créateurs qui faisaient du contenu, mais pas forcément toujours du contenu qualitatif, ou en tout cas, il pouvait être amélioré, notamment sur le montage, ou sur l'expression, ou sur le tournage, les lumières, etc. Donc, on s'est dit, nous, on a vraiment besoin de cette qualité, parce que vu qu'on accompagne des clients parfois, même très souvent haut de gamme, on a besoin de créateurs, justement, qui reflètent cette image haut de gamme. Donc, comment on peut les aider aujourd'hui à justement augmenter leur qualité de contenu, comment on peut les aider aussi en tant que créateurs à monétiser leurs vidéos, à pourquoi pas en vivre. Donc du coup, ça faisait sens et on s'est dit pourquoi pas créer une académie. Donc on a collaboré avec Andrea qui est une créatrice UGC. On a fait une collab sur cette formation et on a fait intervenir des experts dans tous les secteurs. Donc par exemple, tu as Abby, je sais pas si tu connais, je pense que tu connais. Non, c'est une plateforme pour les indépendants, pour les Oui, si, freelances. je vois. Voilà, donc Benjamin, qui est le fondateur de Habi, lui a intervenu sur toute la partie administrative, comptabilité, etc. Après, on a Raphaël du cabinet Influxio, qui est spécialisé dans l'influence, la création de contenu, qui lui est venu intervenir sur toute la législation autour de la création de contenu, de la publicité, pour que en fait on puisse faire les choses en règle, enfin que les créateurs puissent faire du contenu en règle. Après, tu vas avoir Andrea, du coup, qui elle s'est occupée de toute la partie comment tourner un beau contenu, comment créer son offre, etc. Moi, je me suis occupée de toute la partie comment gérer son auto-entreprise, comment avoir le bon mindset justement pour faire évoluer son entreprise, toujours être déterminé, avoir de l'ambition, etc. On a Laura, qui est une de nos monteuses en interne chez Cosmi, qui a fait toute la partie montage vidéo, comment créer des vidéos, que ce soit sur CapCut ou sur d'autres outils, donc du plus basique à des transitions un petit peu plus expérimentées. Et après, je crois que j'ai oublié personne. Non, je n'ai oublié personne. Et après, je reprends du coup pour le dernier module, en gros, comment faire des packs et comment faire du MRR et faire évoluer son chiffre d'affaires. Donc ça, cette formation, nous, on a voulu qu'elle soit hyper accessible
pour que justement les créateurs puissent la rembourser au bout de 1 ou 2 vidéos maximum. Donc elle est à 390 € et en gros ça permet à n'importe qui a envie de monétiser ses vidéos et de pourquoi pas vivre de la création de contenu, de pouvoir se prendre la formation. Et en fait ce qui est bien avec la formation je trouve, c'est que tu peux la faire à côté de tes études, à côté de ton emploi du temps, enfin, à côté de ton job, pardon. C'est quelque chose qui est c'est en ligne. Je pense que tu as déjà vu le concept de formation en ligne. C'est des vidéos, après tu as un petit cahier où tu vas faire des exercices, etc. Et en gros, tu peux directement commencer à te lancer en parallèle de la formation. C'est d'ailleurs le but. Comme ça, au moins, tu sais que tu es directement actif. Et les personnes qui sortent de la formation, pareil, elles rejoignent le club. Donc, encore une fois, on a ce cercle vertueux. C'est-à-dire que quand tu prends la formation, tu prends pas uniquement un savoir et des vidéos, tu vas prendre aussi tous les briefs de nos marques auxquels tu n'aurais jamais eu accès sans la formation. Ok, je vois. Très clean. Ça me fait penser un peu au schéma de Disney. Ok, dis-moi en plus. En gros, c'est le patron de Disney, bah, Monsieur Disney. Ouais, je crois que ça va comme ça. Et à un moment, il est au restaurant et il prend un bout, enfin une serviette et il te fait un super schéma. Je le mettrai à l'écran là. Ok. Je te montrerai tout à l'heure. Et qui explique en gros comment auto-alimenter tout son business. Ouais, je trouve ça hyper Avec important. les parcs Walt Disney, il s'appelle Walt Disney, c'est ça. Mhm. Avec les films, avec les parcs, etc. Et du coup, il a lancé la construction de son parc où tout le monde se foutait de sa gueule. Il a réussi à le lancer. Il est mort avant d'ailleurs Ouais, j'avais entendu parler de ça. que le premier parc voit le jour, mais en fait, il avait vraiment fait un business plan sur une serviette de restaurant, quoi. C'est faux. Donc tout ça s'auto-alimente, c'est assez sympa à En fait, quand regarder. tu auto-alimentes ton business, il est plus viable et il est plus périn parce que quand tu remarques que tu as un petit peu une porte de sortie, que ce soit pour ton client ou pour ton utilisateur final, tu te dis qu'il faut essayer de boucher cette porte de sortie pour justement qu'il reste. Et nous, c'était la qualité des créateurs. Donc, du coup, la qualité des créateurs, pour pallier à ça, on a fait une formation. Après, pour que les créateurs restent et soient engagés, pareil, on leur ramène de jolies marques. Ça s'auto-alimente, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Et donc là, t'as vraiment réussi à passer de l'étape où tu travailles pour ton business. Et là, maintenant, c'est ton business qui travaille pour toi. Je travaille encore beaucoup pour mon business, mais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais demain, tu recrutes des managers, Oui, c'est le but. Le but, tu fais plus rien. c'est de ne pas être indispensable, quoi. Mais c'est là où c'est fort, c'est qu'en seulement 1 an d'activité, tu as quand même réussi à créer une machine Mhm. qui tourne pratiquement toute seule. Et on arrive à Trop bien fort, quoi. déléguer aussi parce que toute la partie opérationnelle, au final, on a mis en place des process pour déjà toujours l'homogénéité des campagnes, pour qu'il y ait toujours la même satisfaction client et qu'il n'y ait pas un projet qui soit mieux servi que d'autres. On a vraiment tout un Notion, tu verrais, mais c'est un truc de barjot, le Notion, c'est carré. Enfin bref, t'as plein de cases à cocher dès que t'arrives au step 1, step 2, etc. Après, t'as tout ce qui est centralisé. Comme ça, n'importe qui, vu qu'on a plusieurs chefs de projet et on travaille principalement avec des alternants et des alternantes, si tu vois, t'as un alternant qui est en cours cette semaine, l'autre peut reprendre le projet parce que tu sais exactement où tu en es, parce que sur le Notion, il y a tout le suivi avec quel créateur, où est-ce que ça en est, les produits ont été livrés, pas livrés, la vidéo, etc. Donc au moins, on peut se passer de nous, on peut prendre une semaine de vacances sans que ça mette en péril toute la boîte, quoi. Ouais, t'as fait une sorte de système, c'est comme dit Tugan Barra, il dit que ta boîte elle est un peu Google-proof. Mhm. Même n'importe qui pourrait travailler chez toi, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire. Tous les jours, après, tu vois, on essaye d'optimiser, etc. Mais c'est ce qu'on essaye de faire parce que je trouve qu'il il faut pas être indispensable à sa boîte. Parce que sinon, je sais pas, imagine, tu as envie de partir de ta boîte, imagine, il t'arrive quelque chose, après ta boîte, elle s'arrête. Nous, c'était pas le but. C'était vraiment de créer une boîte, mais pas autour de nous. Créer une boîte autour de l'expertise qu'on peut avoir et qu'on peut transmettre aussi aux personnes qui travaillent avec nous. C'est important. Ouais, je suis dans cette réflexion aussi actuellement. Ça va prendre un peu plus de temps que je pense, de mon côté, mais ouais, c'est cool. Ok. Alors, autre question. Tu bosses avec des marques, en général, du coup, des grosses marques. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour réussir à bien travailler le branding dans les créations UGC, pardon, Et c'est dur à de dire ces UGC, hein. marques? Moi aussi, je UGC, ouais. galère. Alors, du coup, pour travailler le branding, nous, la première étape, ça va être une phase de kick-off avec la marque où on va justement faire un gros point pour, même si on connaît généralement les marques avec lesquelles on travaille, on préfère aussi avoir leurs avis. On demande souvent ce qui est intéressant. On épluche, tu vois, les avis et les commentaires de leurs consommateurs. Ça, c'est intéressant parce qu'une marque peut penser qu'elle reflète tel ou tel point auprès de ses consommateurs, mais quand tu lis
les avis des consommateurs, parfois c'est pas la même chose. Et tu vois, en termes de wording, c'est intéressant de reprendre ce que dit réellement un consommateur. Donc nous, on va venir éplucher tout ce que disent les consommateurs. Tout ce qu'il y a sur leur page TripAdvisor, Google Avis, tu vois, toutes les pages où on peut avoir un ressenti et un feedback des consommateurs. Vu que nous, on fait de l'UGC et c'est le concept même de l'UGC d'avoir le feedback user-consommateur, c'est hyper important pour nous de savoir quels sont les wordings et qu'est-ce que reflète la marque. On va aussi demander tout ce qui est do et don't en termes de communication, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, quelle est la tonalité du message qu'ils emploient de base, est-ce qu'on peut la réutiliser pour de l'UGC ou pas, quel type de communication ils ont déjà fait en amont, quel type de communication a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché également, quelle est leur cible, comment on peut toucher leur cible, par quels canaux, etc. Bref, on demande quelque chose d'assez précis. Généralement, c'est le Head of Market, CMO, etc. qui nous répond, donc il a toutes ces informations-là. Donc c'est plutôt intéressant. Et en gros, ce call-là va nous permettre de définir après toute la stratégie. Et il y a une grosse phase de veille, évidemment. Donc une veille sur la marque, mais une veille sur tout le marché. Parce que le but n'est pas forcément de refaire ce que les concurrents ont déjà fait, c'est de pouvoir tirer la marque et qu'elle puisse être mise en lumière, mais de manière assez innovante. Donc c'est le but de l'UGC aussi. Comment adresser un message qui ne soit pas trop publicitaire, mais qui va justement ramener des consommateurs aussi derrière. Donc ça, c'est toutes les nuances et tous les enjeux qu'on fait avec la vidéo UGC. Et sinon, le branding, on le travaille au quotidien avec la marque. Après, les premières vidéos, on aime bien travailler sur du long terme avec les marques. Après, tu me diras qui n'aime pas travailler avec du long terme avec les marques. Mais en gros, les premières vidéos, on va regarder si ça prend bien aussi en termes de communauté, etc., les feedbacks, les commentaires. Et après, on affine pour les prochaines vidéos. Ok, très clair. Très, très clair. Ouais, donc en fait, c'est littéralement du branding ce que vous faites. On fait clairement du branding, mais alors on n'a pas la main sur le branding, c'est-à-dire qu'on ne peut pas Non, dénaturer la marque. Nous, on est obligé de reprendre le branding qui a déjà été fait par la marque et de le refléter sur un nouveau format qu'ils n'ont jamais testé. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc vous devez reprendre voilà, les associations en fait. Exactement, tous les codes de consommation et de communication de la marque. C'est là où vous êtes obligé de maîtriser ce sujet. Exactement. Ok, trop bien. Bon, on a parlé un petit peu de comment est-ce que tu avais dev ta marque personnelle en règle générale. Donc tu l'as principalement dev sur LinkedIn. Complètement, je ne suis pas active sur les autres réseaux. Ouais, non. Et en fait, le succès de LinkedIn plus particulièrement, parce que je trouve que c'est vraiment très sous-coté. Nous, on est dans la vibe, donc on sait que c'est très puissant et on va parler avec pas mal d'influenceurs LinkedIn ou en tout cas des créateurs de contenu sur cette plateforme, donc on connaît tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sous-estiment et qui va aussi, enfin, ça n'a pas une très bonne image de marque, LinkedIn. Je pense que je ferai un jour une vidéo sur l'image de marque de LinkedIn. Ouais. Mais donc du coup, comment est-ce que tu dis à un gars qui a peut-être un business ou qui a un projet et qui veut en parler, qui veut le développer, comment est-ce que demain, s'il se met sur LinkedIn, c'est très pertinent pour lui? Comment est-ce qu'il s'y prend, tu vois, en 2024, là maintenant, en reprenant en fait, tu vois, tous les conseils que tu as pu mettre en place. On a dit être récurrent, Tester un max de formats. voilà, faire de la veille. Et puis, trouver un peu son truc. Tu vois, je pense que tu connais Irina Desmarchelier. Oui, On a, du coup, elle a fait son alternance chez Cosmi quand je dirigeais le pôle marketing. Et au début, pareil, tu vois, elle voulait se lancer un petit peu sur LinkedIn. Et moi, je voulais qu'elle se lance sur LinkedIn aussi parce que toujours dans l'objectif de faire connaître Finly, etc. Donc, on a fait pas mal de formats ensemble. On a testé des trucs sur son compte, sur mon compte. On a fait beaucoup d'A/B tests. Aujourd'hui, je pense qu'elle doit être à 40 000 abonnés. Enfin, elle a complètement explosé le truc. Et elle, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a pris un angle où elle parle pratiquement jamais d'elle, tu vois. Elle prend un angle où elle parle que d'expertise. La plupart de ses formats, c'est des décryptes market, etc. Et en fait, elle, à côté, elle fait du freelance pour refaire des bannières, pour faire des stratégies marketing, etc. Et je trouve que c'est bien l'angle qu'elle a pris parce qu'au final, elle avait juste envie de montrer son expertise qui est le marketing et comment elle peut aider en gros les marques à faire du marketing plus globalement. Et avec tous ces formats, elle en a testé plusieurs. Et le Decrypt Market, c'est celui qui a fonctionné le mieux et celui qui lui rapporte le plus de leads aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, de trouver le format et ce format donner un rendez-vous. Tu vois, moi, ce que je faisais avant, c'était je sais même plus comment je l'avais, le Free Day, je crois, un truc comme ça, ou Free Friday. En gros, tous les vendredis, j'offrais un contenu.
je sais plus exactement comment je l'avais appelé, je l'ai arrêté il y a longtemps, mais tous les vendredis, j'offrais de la valeur ou j'offrais un contenu. Et en fait, ça donne un point de rendez-vous avec ton audience. Et tous les vendredis, ils attendent soit un calculateur gratuit, soit un template, soit un truc. Et en gros, ça apporte aussi de la valeur. Donc, ne pas hésiter à apporter justement ce point de rendez-vous avec l'audience pour qu'ils puissent être, entre guillemets, attachés ou en tout cas créer une habitude. Parce que les habitudes, une fois que tu les as, c'est dur de les enlever. Et du coup, quand tu es habitué à voir quelqu'un dans ton feed, forcément, tu n'as peut-être pas le besoin maintenant. Mais quand tu auras le besoin, par exemple, de refaire un logo, tu vois, je t'appelle toi parce que j'ai l'habitude de te voir. Donc, les habitudes, c'est hyper important, je trouve, dans le personal branding. Donc, si je devais donner des conseils là-dessus, ça serait créer des habitudes. Essayer de parler aussi, d'interagir avec beaucoup de personnes sur la plateforme. Parce qu'il ne faut pas juste créer du contenu. Selon moi, il faut aussi créer une communauté. C'est plus dur que créer du contenu. Donc, ne pas hésiter à, quand tu as un commentaire assez récurrent d'une personne, à aller échanger aussi avec cette personne en message privé pour savoir pourquoi elle te suit, par quoi elle est intéressée, qu'est-ce qu'elle fait. Tu vois, les synergies potentielles aussi qu'il pourrait y avoir entre vous. Donc, ne pas enlever ce côté humain au-delà de la création parce qu'on reste sur un réseau social. Et avant tout, c'est des interactions humaines. Donc, l'humain est très important et la mise en relation aussi est très importante entre les personnes sur LinkedIn. Très clair. Je veux bien que tu pointes bien le micro vers toi, nickel, pour être sûr. C'est bon. Ok. Alors, une question intéressante. C'est quoi les 3 grands moments, 3 grandes difficultés, comme tu veux? Cite-moi 3 grands bouleversements qui a fait évoluer un petit peu ta carrière. 3 grands bouleversements. Alors, il y a un truc qui nous a marqué, Martin et moi, c'est notre première impayé. Et le premier truc, on s'est dit, en fait, on va jamais se faire payer, on va jamais voir la couleur de notre argent alors qu'on a déjà fait le projet, qu'on a déjà rendu tous les livrables. Et en fait, la boîte était en espèce de semi-liquidation. Du coup, on s'est dit, ah, là, ça sent mauvais pour nous. Du coup, on s'est dit, bon, on a quand même travaillé d'arrache-pied pour cette campagne. Nous, on a payé les créateurs, on a payé les prestats, on a payé les monteurs. On peut pas perdre de l'argent. Ça fait 6 mois qu'on existe, c'est pas possible, on peut pas perdre de l'argent. Et on s'était dit, mais ouais, mais ça arrive qu'aux autres, les impayés. On travaille avec des grosses boîtes, bien évidemment qu'elles vont nous payer. Que nini. Et du coup, on a couru après une facture pendant genre 6 mois. J'ai dû harceler les fondateurs sur LinkedIn en message harceler. Oui, j'ai pas on réellement s'entend. harcelé. On J'ai s'entend. envoyé des messages cordiaux aux fondateurs sur LinkedIn. On a envoyé des mises en demeure par lettre recommandée. Enfin Ah bref, oui, carrément. on a tout fait. Et on s'est dit, ça va nous servir de leçon. Et pas du tout. Parce que il y a pas longtemps, il y a un client qui nous dit, ouais, campagne urgente, etc. Est-ce que vous pouvez nous livrer une vidéo pour dans 3-4 jours? On s'est dit, vas-y, nous, généralement, notre process, c'est 50% d'acompte au lancement du projet pour lancer le projet et 50% donc, du solde de la campagne à livraison des contenus, à validation des contenus. Ouais. Donc, plutôt classique, tu vois, Normal, schéma plutôt voilà. classique. Et là, du coup, vu qu'on devait lancer assez rapidement les vidéos, on s'est dit, bon, on n'a pas reçu la compte, vas-y, on lance quand même, c'est pas grave et tout. Gros client, on sait que ça va payer, pas de souci et tout. On livre les contenus validés, les contenus publiés sur les réseaux. Et on envoie facture de solde, toujours pas de réponse, pas de retour, machin. Pareil, remise en demeure et là, c'est reparti pour le même calvaire. Donc bon, écoute, apparemment, on fait pas les erreurs qu'une fois, on les fait 2 fois. Mais c'est en train de nous faire grandir. Je dis pas que ça nous a fait grandir parce que du coup, c'est pas terminé. Mais en tout cas, si vous avez un business, il faut absolument avoir un acompte en début de campagne ou même la totalité si vous pouvez en amont du projet. Parce qu'après, courir derrière l'argent, c'est horrible. Surtout quand tu as déjà payé les prestats, puis tu as autre chose à faire. Ouais. Donc ça, premier point. Deuxième point, il y avait un point sur le recrutement aussi qui était un peu difficile au début parce que quand tu fais les choses toi, tu as ta manière de faire et tu penses que c'est potentiellement la meilleure, en tout cas c'est la manière qui fonctionne bien. Et quand tu commences à déléguer, les personnes à qui tu délègues donc, reprennent dans les grandes lignes, en tout cas, ce que tu as fait et les process. Mais c'est vrai que parfois, les gens le font d'une manière différente, qui n'est pas forcément une mauvaise manière, mais qui est différente de la tienne. Donc, tu vois, accepter aussi que ce soit fait d'une manière différente, accepter que parfois ce soit plus lent que si tu le fais toi, accepter aussi qu'il y a toute cette phase d'apprentissage quand tu transmets des connaissances à une personne. Donc, peut-être sur le recrutement, si je devais faire un point, c'est ne pas recruter trop tard. Nous, je pense qu'on a attendu d'être vraiment sous l'eau avant de recruter et de se dire, OK, là, on a vraiment besoin de quelqu'un pour la partie opérationnelle parce que clairement, on n'en voit pas le bout. Tu vois, genre le tunnel est trop loin, on voit pas la lumière à la fin du tunnel. Donc, du coup,
le recrutement trop tard. Ça a été un petit fail. Et après, un troisième... Un troisième, je dirais, sur les associations, les groupes, etc. euh, Faire attention globalement à qui on s'associe. Voilà. C'est vrai. Je suis bien d'accord. Bien s'entourer, c'est important. J'ai plein d'exemples qui viennent en tête. Ça me fait trop marrer. Moi aussi. Je me suis associé, j'avais monté avant de Smooth, c'était Smooth Studio, un collectif de free. Ok. Je me suis associé avec un mec, que je ne citerai pas, mais qui s'est barré avec la caisse, quoi. Sympa. Donc ouais, faut faire gaffe. Ouais, non, c'est hyper important. Et puis, faut se dire aussi, parce que je vois souvent des gens qui sont potes et tout s'associer. Nous, avec Martin, on était aussi amis, mais on était avant tout collègues de travail avant de s'associer. Il faut se dire que, ok, t'es peut-être hyper pote avec la personne, mais travailler avec un pote, c'est hyper compliqué. Nous, ça va, ça se passe super bien, mais je vois des potes qui taffent ensemble, c'est trop compliqué. Donc, bien faire attention au préalable avec qui on s'associe. Ouais, moi je suis très fier de mon association. Trop bien. Tu le connaissais déjà en amont? On s'est rencontrés à la salle. Ok, lourd. Et en fait, il avait lancé Moger, la marque de vêtements. D'accord. Et il cherchait quelqu'un pour s'occuper du marketing et de la com et du design en règle générale. Et donc, du coup, je lui ai dit go, tu vois. Moi, j'aime bien les projets comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes associés? Ça fait 6 mois. Et sur la marque de vêtements, ça fait 1 an. Ok. Ah, parce que du coup, il est associé aussi sur la marque de branding? Ouais, okay. sur l'agence. Justement, en fait, on s'est rencontrés comme ça. Et donc, du coup, projet, machin, on en parle. Lui, il est salarié à côté, encore. Ok. Et donc, du coup, c'était vraiment un projet... parce qu'on est tous les deux des mecs d'éther qui s'entraînent. Moi, je fais du sport tout le temps. Lui aussi. Donc, on s'est bien vu sur ces valeurs. On dit, on va monter une marque de vêtements qui va être sur ces valeurs-là. Trop bien. Et en fait, humainement, genre, au bout d'une semaine, H24, on ne peut plus se saquer. C'est vrai? C'est genre, on est en mode, on est l'inverse. Moi, je suis très, on va dire, impulsif dans le sens où je vois. je suis extraverti. Okay. C'est l'inverse. Il est introverti. Réfléchi. Réflexion, voilà. Okay. Tu vois, moi, je fonce et je réfléchis après. Lui, c'est l'inverse. Donc, on se complète super bien dans le milieu professionnel. Mais bon, tu vois, on peut pas. Je pense qu'on serait pas amis. Ouais. Dans la vraie vie. Vous auriez pas été amis si les circonstances n'étaient pas telles quelles. Voilà. Mais ce qui est trop bien, du coup, c'est que quand on bosse ensemble, c'est trop bien. Moi, je t'ai brûlé, lui, en mode hop, tranquille. Bah, tu vois, c'est un peu ce qu'on a aussi avec Martin. Je suis plutôt aussi de nature introvertie, mais j'ai aussi ce truc de, bon, ok, quand j'ai une idée, je réfléchis pas non plus 40 000 fois, j'y vais, je fonce, assez ambitieuse, etc. Et Martin, lui, c'est quelqu'un, je dirais aussi un petit peu plus extraverti, mais qui est plus calme, plus dans la retenue. En fait, c'est assez bizarre, c'est un mélange des deux. Ouais. Mais du coup, qui fit super bien, bon, d'un point de vue humain aussi, mais surtout d'un point de vue pro, où du coup, on se complète parce que moi, par exemple, je vais faire tout assez rapidement et je vais tout lancer. Et je vais dire, allez, s'il faut faire ça, il faut mettre un objectif plus haut et tout. Et lui va être en mode, mais t'es sûr, machin. Et au final, quand je commence à paniquer parce qu'on arrive à l'objectif, et c'est Martin qui me rassure et qui me dit, non, mais c'est bon, là, on a fait 90%. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à stresser. C'est quand on s'était donné cet objectif qu'il fallait stresser. Donc, c'est bien parce que ça balance et c'est cool parce que si t'avais la même personne que toi, au final, t'aurais les mêmes craintes, les mêmes doutes, les mêmes peurs compliquées, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que c'est important et moi je suis assez content, mais toi aussi Alain, donc c'est bien et en général ça vaut ça vaut vraiment que du positif sur le futur, quoi. Donc moi je suis trop content en tout cas de cette association. Mais ok, trop bien, très cool comme réponse. Mais du coup tu parlais d'ambition. Ouais. C'est quoi un petit peu tes ambitions, peut-être alors humaines, peut-être vie privée ou même financière? C'est quoi un petit peu de ça? Il faut savoir que j'ai un gros vision board que je réévalue assez régulièrement. Trop bien. Mais si tu veux, je te parle un peu de ce vision board. Donc, j'avais déjà en termes de sport plusieurs objectifs. Parce que pareil, j'aime beaucoup le sport. Donc, il y avait faire mon premier marathon. Là, c'est quand j'ai fait celui de Paris. J'aimerais bien en faire un deuxième, donc même un troisième, parce que je me suis déjà réinscrite au deuxième. Donc, je te parle du deuxième d'abord. Deuxième marathon de Deauville qui arrive en novembre. Troisième, du coup, marathon de New York. Ça y est, c'est celui qui est dans mon vision board. C'était le marathon de New York. C'était pas faire un marathon, c'était faire le marathon de New York. Je sais pas pourquoi, je suis matrixée depuis longtemps par ce marathon. Donc, marathon de New York qui aura lieu en novembre 2025. Donc, t'as encore le temps de te préparer. Ouais, j'ai encore le temps de me préparer. Après, il y avait aussi du triathlon. Je sais pas si tu connais un peu le sport. Ouais, j'ai une licence. Ok, trop bien. Donc ça va. Voilà. Et du coup, triathlon, là, j'en ai un dimanche prochain. Ouais.
sur une distance M. Donc, j'aimerais bien refaire un triathlon M en octobre. Et l'année prochaine, du coup, 2025, faire un Alpha Ironman si jamais j'y arrive. Donc, on va se donner les moyens d'y arriver. Mais il y a ça pour le sport. Et je crois que c'est tout. Après, j'aimerais bien faire un Ironman, mais du coup, dans beaucoup plus longtemps, parce que clairement pas les compétences aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, c'est dans les ambitions. Et de découvrir de nouveaux sports. Mais bon, ça, après, c'est pas vraiment un objectif très précis. Après, en termes d'investissement, j'aime aussi beaucoup l'immobilier, pas forcément pour faire de l'argent ou autre, mais j'aime juste beaucoup les maisons. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Du coup, j'aimerais bien avoir un chalet à la montagne, une maison à la mer et un grand appartement à Paris. Donc, ça fait pas mal d'ambition. Bon, oui. Mais en tout cas, c'est dans une de mes colonnes de mon vision board. Après, un peu moins ambitieux, mais j'aimerais bien avoir un chien à Paris pour aller courir avec et pour tout simplement avoir un chien à Paris. Et après, j'ai quoi d'autre au niveau de la boîte, j'avais avoir nos premiers bureaux. Donc ça, c'est fait. Plutôt cool. Là, j'aimerais bien faire grossir l'équipe et puis en termes de chiffre d'affaires, dépasser du coup les 1 million. Là, en gros, on n'a pas clôturé notre bilan parce que nous, on fait pas un bilan sur 12 mois, on fait un bilan sur 18 mois. Donc sur les 12 premiers mois, on a fait 350 000. J'aurais bien aimé faire 750 pour le bilan de 18 mois, voire 1 million si possible, mais Martin trouve que c'est beaucoup trop ambitieux. Donc on va l'écouter un petit peu. Et puis après, voilà, le premier million symbolique, on va dire, puis après ça tourne, quoi. Ah, c'est sympa. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je dis qu'il faut que je sois millionnaire à 25 ans. En chiffre Ouais, d'affaires. ok. Donc, ça va pas être évident non plus. Il me reste un Moi, je an. crois que je m'en fous d'être millionnaire, mais c'est plus en fait, la liberté que ça te procure aussi de te dire, bah ok, j'ai envie de faire ça, je fais ça, j'ai envie d'acheter ça, j'achète ça, j'ai envie d'offrir un cadeau à ma famille, j'offre un cadeau à ma famille. Je pense que je m'en fiche du chiffre, mais d'avoir ce mindset et cette liberté que ça procure, parce que on va pas se mentir, mais quand tu as des galères financières à la fin du mois, tu sais pas si tu vas payer ton loyer, si tu as des enfants, s'ils vont pouvoir faire leur sortie scolaire, etc., ça te met quand même une pression et je sais pas, en termes de liberté d'esprit et charge mentale, t'es pas hyper heureux, je pense. Après, même si l'argent fait pas entièrement le bonheur, je pense que ça te met quand même, tu vois, un poids sur les épaules et qui te dit, bon, je dois encore aller me déterre pour ma famille parce que sinon, on risque de pas finir bien le mois. Donc, moi, juste avoir cette stabilité, pouvoir régaler tous mes proches, hyper important. Mais après, ouais, millionnaire ou pas, ça, je sais pas. Voilà. Oui, bah, je suis dans la même réflexion aussi, hein, bien entendu. Hein. Ça sert à rien d'avoir un million pour avoir un million. Mais il y en a, tu vois, qui veulent juste, et je peux comprendre aussi, un objectif de chiffre et se dire, ok, je veux 1 million sur mon compte en Ouais, banque. mais c'est un objectif de chiffre parce que tout ce que tu as cité en découle. Mhm. Tu vois, Je trouve. Mais après, moi, un de mes rêves, c'est de payer une caisse à ma mère, tu vois. trop bien. C'est, ou de payer une piscine à mon père. Tu vois, c'est juste des trucs comme ça. Parce que, ouais, je sais pas, ça me fait kiffer de C'était un de mes régaler, trucs, quoi. justement, mon premier achat immobilier, ça a été une maison, donc j'ai acheté avec mon petit frère, et ça a été une maison pour notre maman. Trop Et bien. du coup, c'était mon premier d'ailleurs, je l'ai même pas mis dans mon vision board, alors que ça faisait partie de mon vision board. Mais voilà, pareil, T'es un arrivé petit trop objectif de vite. réussir. Ce qui est impressionnant, ce que tu l'as acheté à quel âge? Là, il y a un mois, 2 Tu mois. vois, tout le monde n'a pas de maison à 24 ans. Évidemment, après, je l'ai pas acheté cash non plus, hein, je fais un petit crédit, Non, mais quand même. mais ouais, non, mais trop cool. Et je suis hyper fière de pouvoir le faire pour ma mère et de faire ce projet aussi avec mon petit frère, c'est trop bien. Ouais, de fou. C'est un beau projet, tu vois, j'ai pas jeté de l'argent par les fenêtres. Je trouve ça cool. Non, et puis ça va rester. Complètement, puis ça prend de la valeur aussi, bonne localisation. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, est-ce que. Parce qu'on on entend souvent des petites histoires incongrues quand on commence à avoir un petit peu d'abonnés sur les réseaux Ouais. sociaux. Est-ce que tu as des petites dingueries, des petites folies qui te sont arrivées? Oh, ouais, un petit peu, après plus ou moins. Moi, ça va, vu que je parle que business, tu vois, c'est pas comme sur Instagram et sur TikTok où tu vas montrer un peu ta vie perso, etc. Moi, on reste quand même dans un cadre professionnel où j'ai déjà eu des messages, que ce soit en commentaire ou en message privé, à caractère sexiste, des trucs où des personnes pensaient que c'était un site de rencontre, ou sinon juste des insultes, ou tu vois, des commentaires un petit peu non fondés et des critiques qui n'étaient pas hyper constructives, on va dire, pour te faire simple. Après, j'ai des trucs qui m'ont fait un peu plus flipper, ou des mecs qui m'envoyaient en MP, ouais, c'était toi à telle heure, dans telle rue, devant tel magasin. Ça, je me dis, ah ouais, ok, ça va un peu loin quand même. Et c'était effectivement moi, ce jour-là, dans telle rue, machin. Pareil, un autre mec, j'étais dans un bar, et le lendemain, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ah ouais, je t'ai vu dans tel bar, la prochaine fois, je viendrai te parler et tout. J'étais en mode, ok, d'un côté, c'est flatteur parce que tu te dis, bon, c'est cool, ça veut dire que des gens, enfin, tu vois, ça dépasse un petit peu
le côté digital où tu penses... parce que moi, quand j'écris mon post, clairement, j'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui vont lire ce post-là. Et moi non plus. Donc, quelqu'un qui t'arrête dans la rue et qui te dit « Ah oui, c'est toi, machin », tu dis ok, donc c'est vraiment réel, il y a vraiment des gens qui te lisent, qui t'écoutent. Mais je trouve qu'il y a des manières aussi d'aborder les gens que tu connais pas. Et là, le truc de c'était toi dans telle heure à telle rue, machin, ça m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y a tout le monde qui peut savoir ce que je fais à n'importe quel moment et tout, donc un peu galère. Après, il y a d'autres personnes qui sont hyper cute et hyper bienveillantes. J'étais au resto avec ma cousine là, il y a quelques jours et il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, ouais, je te suis sur LinkedIn. Je voulais dire que tu m'as aidé à faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, je suis freelance en market. Enfin bref, qui m'a un peu parlé de son parcours. Et en fait, j'ai trouvé que le truc était hyper smooth et c'était pas du tout gênant. Et du coup, j'ai adoré parler avec cette personne. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir rencontrer quelqu'un et quelqu'un, notamment, que j'ai pu, à la limite, un petit peu aider avec mes posts. Donc, trop stylé. Mais ouais, juste ouais, certaines manières d'approcher les gens que tu connais pas. Surtout que moi, je suis une personne aussi un petit peu introvertie de base, un petit peu timide. Du coup, quand tu casses un peu cette sphère et que tu rentres dans le cadre perso, parce que dans la rue ou dans le magasin, je suis dans mon cadre perso, tu vois. Donc, c'est un peu plus compliqué. Sinon, après, sur LinkedIn, qu'est-ce que j'ai eu? Non, en vrai, ça va. Après, juste des haters, en mode ce que tu dis, c'est de la merde, ou tu vois, des trucs comme Ouais, ça, les mais classiques, quoi, on les connaît. pas des trucs très fondés, quoi. Ouais. Voilà. Et toi? Moi, j'aime bien cliver sur LinkedIn. Ouais, ok. J'aime bien cliver, mais j'ai pas eu encore de dinguerie. Je me suis fait reconnaître, je me fais reconnaître en soirée business Ok. tout le temps, mais quand je suis à Rennes. Mm. Mais sinon, les haters dans une salle de muscu une fois. C'est vrai? Ouais. Ça va faire. C'était marrant, en vrai. Hein. Ouais. Mais bon, la meuf, elle a dit bravo pour les 10 000 abonnés. T'es en train de faire ton Ouais. ton curl Ah, mais du coup, biceps. c'était pas un hater, ok. Non, c'est pas un hater. Ouais, j'ai Non, non. compris que tu t'es. Ouais, ok. Bah, bien. Le hater, il va pas venir me voir quand je fais mon curl biceps, je pense. Bah, c'est ce que je me dis, tu vois, c'est pour ça que j'essaye que ça me touche pas vraiment. Ça dépend quel commentaire, mais j'avoue qu'il y a des posts qui me touchent un peu plus que d'autres. Et bah, heureusement qu'il y a Martin, parce que lui, il est hyper détaché des réseaux, il en a rien à faire de l'image qu'on peut renvoyer sur. Enfin, pas qu'on peut renvoyer, mais ce que les gens disent alors qu'ils nous connaissent pas. Et du coup, heureusement qu'il est là aussi, parce que ça permet de relativiser et de se dire, ok, bah, Martin a raison, la personne ne me connaît pas dans mon cadre privé, elle ne sait pas, elle fonde en gros sa critique sur 10 lignes que j'ai écrites sur un post. Peut-être qu'il y avait une tournure maladroite qui a mal été perçue par telle ou telle personne parce que tu peux pas inclure tout le monde et tu peux pas plaire à tout le monde dans un post de toute manière. C'était notamment un post sur le fait que je trouve que les gens disent tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Pour moi, c'est pas vrai. Tu n'as pas le temps. Tu gères Tu mal vois. ton temps. Tu gères mal ton temps et c'est qu'une question de priorisation. Parce que dans la vie, on a tous, encore une fois, 24 heures, on est tous les mêmes personnes, on a tous les mêmes journées. Enfin, quand je dis les mêmes personnes, c'est tu commences tu commences ta journée, tu te lèves, t'as 24 heures, tu te recouches. Enfin, voilà. Et bref, et du coup, j'avais fait un post sur ça et j'avais plein de gens en commentaire. Oui, mais toi, t'es jeune, t'as pas d'enfant, t'as personne dans ta famille en situation de handicap. Tu vois, il y avait plein de particularités et de singularités de chacun. Bah oui, effectivement, je parle de ce que je connais, donc je parle de moi et de mon parcours. Mais par contre, effectivement, des enfants, je suis désolée, ça reste un choix. Aujourd'hui, si j'ai pas d'enfants, c'est aussi un choix de mon côté. Mais si demain j'ai des enfants, c'est un choix. Donc oui, bien évidemment que ma priorité, ça sera mes enfants. Si je dois comparer le sport et les enfants. Mais du coup, c'est un choix, parce que ça reste une priorité. Donc, tu vois, c'était toute une question de nuance au final. Et ça, c'est vrai que ce post, il était assez clivant parce que tu avais une grosse partie des personnes qui étaient en mode oui, je suis d'accord, pour moi, c'est une question de priorisation. Et si j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais d'autres priorités. Et d'autres personnes qui étaient non, parfois la vie, il y a des choses. Et ça, je l'entends. Tu vois, par exemple, une personne en situation de handicap, tu l'as pas choisi, c'est pas un choix. Donc ça, j'entends que parfois, dans la vie, il peut y avoir aussi des choses qui impactent tes priorités. Bah, faut contextualiser, hein, bien entendu. Hein. Mais ouais. Non, moi, mes haters, c'est plutôt. Moi, je clash beaucoup les agences. Ok, sympa, merci. De rien. Non, je clash beaucoup les agences, mais en fait, celles qui font du mauvais service. Ok. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Enfin, pour moi, tu as deux agences qui font du mauvais service. Mhm. Tu as les agences qui se prennent. Enfin, en fait, c'est des freelances qui se prennent pour des agences. Ouais, je comprends. Je l'ai été. Ouais. Je ne leur jette pas la pierre. Ok. Mais c'est une réalité sur le marché. C'est qu'ils proposent des prix d'agence. Mais avec une super cher. prestation de freelance. Mais encore si c'était des bons freelances, tu vois. C'est juste qu'en fait, peut-être que techniquement ça va être bon, mais ça va être donné en retard, ou ça va être pas pro, ou ça va être juste sur WhatsApp, tu vois. Oui, t'as pas la structure agence. Exactement. Okay. T'as pas ça, et puis quand t'es une agence, c'est dit équipe, tu vois. Nous, on est une équipe. Donc on travaille ensemble, il y a des sales, machin. T'es pas vraiment... Enfin, c'était seul, pardon. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, donc voilà, donc t'as ceux-là qui du coup survendent.
Parce qu'en général, ils sont trop forts en marketing. Ouais. C'est ouf. Mais tu vois, moi, quelqu'un qui se vend, j'ai pas envie d'y aller. Nous, c'est un truc qu'on fait avec Cosmi, on se vend pas. En fait, c'est si le mec est convaincu de notre travail et de nos services, il vient vers nous, mais on se vend pas. On dit pas qu'on est les meilleurs en UGC, on dit pas qu'on est les meilleurs sur la vidéo. Je sais pas, j'ai du mal avec les personnes qui se survendent justement, parce que je me dis, je trouve que la meilleure communication, c'est les reviews clients et c'est ce que le client pense de toi, c'est ta rétention, c'est tout ça. Et je trouve que mes clients ont mieux à dire sur moi que ce que moi je pourrais dire sur mes prestats, tu vois. Oui, mais du coup, à travers ça, tu te vends. Oui, Je te mais dis je parlais pas. plus, tu vois, d'un mec qui parle toujours, parce que j'en vois beaucoup. Je suis leader sur le marché, mon agence est numéro un, je fais ci, je fais ça, tu sais, continuellement. Je suis moins en phase avec ça, mais ça marche super bien. Ça marche super bien. Oui, après, t'as des. En fait, surtout inbound, outbound. Mhm, Tu vois, nous, on se vend moins parce qu'on se fait acheter mhm. plutôt qu'on se vende. Mais il y en a qui arrivent à peut-être à bien maîtriser l'outbound Complètement. et du coup se vendent et ils arrivent à être bons en marketing, à donner les bons arguments, à sortir les reviews des clients, etc. Qui fait que, en fait, techniquement, c'est des bons sales. Mhm. Mais c'est pas des bons techniciens. Ouais, je vois. Donc, il y a le premier type là qui, du coup, je leur dis, les gars, vous n'êtes pas des agences, vous êtes des freelances. Retournez faire freelance et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Euh, le deuxième type, c'est genre toutes les grosses agences corpo Ok. qui servent des paloches, des paluches toute la sainte journée et qui sont techniquement pas bons non plus, Mhm. en règle générale, parce que c'est des alternants qui travaillent ou des Ouais, puis ils sont pas assez freelances. innovants. Le temps que ça arrive, le temps que Ouais. machin, trop long, process trop long. Voilà, en général, ils ont un site éclaté, ils ont pas de nom, Ouais. machin. En fait, c'est des agences de communication, mais c'est juste qu'ils connaissent tout le monde. En général, ils ont un certain âge, ils ont 40, 50 ans en général. Parce Mhm. que... Ils sont Donc, plus en fait, matures sur le marché voilà, aussi. ça fait longtemps qu'ils sont là, et du coup, de par ça, ils ont forcément une clientèle et un bouche à oreille qui est plus puissant. Et le problème, c'est que du coup, nous, on arrive, jeune agence, sur le marché, et on se fait graille par celles-ci, parce qu'elles sont toutes plus chères, Mhm. et qu'elles proposent pas un bon service. Alors, tu as des agences, il y a toujours des gens qui sont bons, des freelances qui font du très bon travail, tu as des agences qui ont beaucoup d'années d'expérience qui font du bon travail aussi, mais tu en as beaucoup qui délèguent ça à des Et alternants. pourquoi tu n'essayes pas de renverser la balance et de te dire que, en fait, ces agences-là, qui sont un peu pourries, deviendraient tes clients? Parce qu'il y a énormément d'agences, tu vois, de communication qui sont un petit peu vieillottes sur les bords, qui ont besoin d'agences comme les tiennes, qui sont plutôt novatrices, plutôt jeunes, avec un air nouveau. Et justement, elles te prennent des prestats à toi. Et toi, tu peux toucher des super beaux clients avec ça. Ouais, alors déjà, ouais, de temps en temps, ça arrive, mais moi, surtout, ils sont surtout directement clients chez moi. Mm. J'ai signé des groupes ou même des agences. Là, toi, j'ai signé une agence qui a une vingtaine d'années et qui a dit clairement, moi, je sais très bien que mon site, ça fait 10 ans que je me dis qu'il faut que je le change. Ça fait 10 ans que tu te dis ça. Ouais. Ah oui, il a 20 ans de site, d'accord, ok. Donc, effectivement, en fait, ils viennent me voir s'il y en a qui prennent conscience de la chose. Après, eux, ils délivrent très bien pour le coup, mais il y a toujours un écart, Parce effectivement. que nous, tu vois, il y a une grosse partie de nos clients, c'est des agences. Mhm. Des agences qui pourraient complètement internaliser ce qu'on fait, parce que c'est des agences d'influence, des agences de pub, des agences de communication, etc. Mais elles le font pas parce qu'elles n'ont pas cette expertise pour l'instant de l'UGC. Elles préfèrent externaliser aussi parce que nous, on va être plus rapide sur les process, on va avoir le club de créateurs dont je t'ai parlé avec les 900 membres. Donc, tu vois, il y a toute l'expertise qu'ils n'ont pas forcément et l'agilité qu'eux n'ont pas forcément dans leur grosse structure. Et par contre, ils nous envoient des clients qu'on pourrait peut-être pas toucher en direct parce que c'est des gros noms et parce qu'il y a des gros process. Et avant de toucher ce genre de client-là, il faut se faire aussi un nom. Donc nous, on peut collaborer avec des marques ultra premium grâce à ces agences. Ouais, bah, il y a beaucoup de. Dans le monde d'agence en France, je sais pas dans les autres pays, mais il y a beaucoup de. Attends, c'était quoi? On m'a fait une proposition. Il y avait genre 5 agences autour de moi. Ah mais oui. En dessous, au-dessus, Après, pardon. plus t'as d'agences, Ça plus se ça rallonge délègue, les ça se process délègue, et ça se plus il y a délègue. des incompréhensions, etc. C'est Donc c'est vrai que horrible. plus tu arrives à réduire le circuit, mieux c'est. Mais nous, on a fait des projets, franchement, on regrette pas du tout d'avoir fait, parce que c'est des projets de malades qu'on a fait et qu'on n'aurait jamais pu faire honnêtement en direct. Au bout de un mois ou deux, on a signé des très gros clients, enfin des très grosses agences le premier mois où on a lancé Cosmi. Aujourd'hui, on collabore toujours avec eux et c'est des noms que tu vois tous les jours, tu vois, dans la rue, etc. On n'aurait jamais pu les signer au bout de 3 semaines d'entreprise. On n'aurait jamais pu atteindre ces marques-là, tu vois. Mm. Donc, on est hyper reconnaissant aussi de pouvoir travailler avec des grosses agences qui peuvent nous déléguer justement cette partie. Ouais, après, tu as un service qui le permet. Moi, en Aussi, ouais. soi, je viens. Tu vois, c'est demain, Carrefour va pas venir me voir pour ce rebrand. Euh,
C'est vrai. Donc, et puis C'est vrai. je pourrais pas le faire dans le sens où j'ai Ah, des puis bon talents, mais courage, hein, parce que vu les process, voilà. Tu vois, donc c'est différent par rapport à nos services. Mais c'est vrai. ouais. Et puis de toute façon, vu que je les clash sur LinkedIn, ils ont pas envie. Mais ouais, c'est. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai des haters. Et mes haters, c'est des genre des directeurs artistiques de 50 ballets Mm. qui viennent m'insulter, tu vois. Je comprends. Genre en mode ouais, t'es qui pour parler comme ça, machin. Mais c'est vrai, parce que moi j'ai des clients qui ont signé dans des grosses agences comme ça, qui ont lâché un 20 000 balles pour un truc éclaté. C'est une alternante qui l'a fait et ils s'en sont même pas cachés. Ouais. Et moi, ils viennent me voir, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais. Moi, j'ai une pote aussi qui travaille dans un grand groupe d'assurance. Je sais plus combien, mais c'était, je crois, à peu près 30 000 euros pour le site internet. Et je me disais, ah ouais, je mets 30 000 euros dans un site internet, c'est fou. Après, il y a quand même pas mal de pages, etc. Je crois que le rendu est plutôt quali. Encore heureux, tu vas me dire, à 30 Bah 000 balles, oui, après, ça va, hein. Je mais pense que ça se joue, hein. ah ouais, Ouais. moi, je trouvais ça hyper cher, 30 000 euros. Sachant que nous, on a fait notre site, il nous a coûté 6 000 euros, tu vois. Ouais, encore, c'est cher. On avait deux landings pour en gros, deux sites différents. Ouais, ok. Ça se fait. Donc, tu vois, je regardais le ratio, je me dis, après, il n'y a pas le même nombre de pages, etc. C'est pas le même genre de structure, ils pouvaient se le permettre et pas nous. Mais on est allé dans la même agence, on a demandé le même devis. Tu vois la différence, je te dis, Ah, t'as dans la même agence des bars. ouais. Ils ont fait combien les devis? Non, nous, on n'a pas signé chez cette Oui, agence-là, du mais coup. ils t'ont fait un devis à Mais combien? le devis, il était, je pas envie de te dire des conneries, mais je crois qu'il était à 6 000 à 7 000 euros, un truc comme ça. On n'est pas allé avec eux parce qu'on n'avait pas eu le fit humain et on a trouvé une agence qui était beaucoup mieux. Mais eux sont partis avec cette agence, du coup. Et apparemment, ils étaient très satisfaits, donc tant mieux. Mais c'était quelque chose de beaucoup plus corpo. Chose que nous, dans notre branding, on n'a pas du tout délire cosmonaute, on est dans de la vidéo, machin. Hmm. Alors que assurance, très carré, Ouais, je vois que très bien. ça correspondait pas. Nous, on aime bien ce qu'on fait des sites aussi. On Ouais, upsell sur des sites. On aime beaucoup donner beaucoup de créa à nos sites. ok. Même quand c'est des projets corpo, tu vois, on bosse beaucoup avec des CGP. Ok. Et moi, j'aime bien mettre une petite patte créative, vu qu'on fait la brand en général. On se base sur ça pour faire un site sympa. Donc, c'est cool. Et même quand c'est corpo, on vient donner de la créa. Et nous, on fait vraiment 100% custom. Tu vois, on fait la maquette sur Figma. Et après, on développe sur Webflow. Ok. Donc, c'est toujours sympa. Ouais, nous, c'est ce que Lina nous avait fait aussi pour notre site. D'abord Figma et après. Ouais, c'est cool. Ok. Bon, on se rapproche de la fin. Ouais. Je sautais je sautais des questions, vu que tu es pressé par le temps. Ah, putain. Ok. Si tu devais travailler, enfin faire une campagne UGC pour notre marque de vêtements Mogger, qui est, je le rappelle, une marque de t-shirts oversize et t-shirts normaux, pour l'instant, l'accent comme produit, pour les personnes qui font du sport en salle de musculation et qui mettent un certain entrain, qui sont disciplinés, qui sont motivés, qui passent pas mal de temps dans une salle. Ok. Qu'est-ce que tu ferais en 5 minutes là? Vous avez déjà des réseaux actifs? On a Instagram. Ok. Vous publiez déjà assez régulièrement sur Instagram. C'est quoi la stratégie que vous avez mis en place déjà sur Instagram? On fait des reels où on reprend soit des mèmes entre guillemets qui existent dans ce secteur d'activité, ou alors des musiques de motivation et des phrases de motivation avec des influenceurs plus ou moins gros qui portent les t-shirts. Okay. Bah, moi déjà, je trouve que pour faire connaître une marque sur les réseaux sociaux, il y a 3 piliers. Il va y avoir le premier pilier qui est le pilier de la publicité. En gros, je pense qu'une marque aujourd'hui, elle aura du mal à performer si elle met pas de l'ADS sur ses publications. Après, tu as le pilier influence, pouvoir affilier ton image justement à l'image de certains créateurs dans ton secteur, dans ta niche pour apporter de la crédibilité et pour apporter aussi de la notoriété. Hyper important. Je trouve que l'influence aujourd'hui, ça rapporte moins d'acquisition directe, mais ça rapporte plus de notoriété et de crédibilité, donc qui est tout aussi importante pour ton image de marque et pour justement créer une communauté autour de tout ça. Et après, ça va être ta stratégie de contenu. Sur ta stratégie de contenu, il faut être omniprésent sur les réseaux sociaux parce que on le sait aujourd'hui, si t'es pas hyper actif sur les réseaux, on te reconnaît pas, on oublie. Donc surtout quand tu es une marque qui n'est pas connue et qui
souhaitent émerger dans le milieu hyper concurrentiel, je dirais, du sport et de la SAP en général. Donc, ouais, être omniprésent, publier si tu peux tous les jours, même plusieurs fois par jour. Ça peut être pas forcément que des contenus hyper léchés, tout dépend du positionnement de la marque. Si on est sur du positionnement premium, il faut quand même travailler un minimum ses contenus. Mais si tu es sur du sport et sur du sport accessible à tous, on va dire, tu peux, par exemple, sur TikTok, faire 2 vidéos par jour où, tu vois, on voit juste des vidéos simples où tu es en train de t'habiller pour aller à la salle, où tu es en train de faire 2-3 exercices, des vidéos un peu plus lifestyle. Donc, il y a plein de vidéos et thématiques à faire. Mais en gros, pour te générer un flux constant de création de contenu, collabore avec des créateurs UGC. Pas forcément des influenceurs, mais des créateurs UGC qui, eux, vont te remplir justement ton Instagram et ton TikTok de contenu. Ce contenu-là, il va être fait avec plusieurs typologies de personnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes que pour hommes. Non, Non, pour hommes et femmes. bisexe. Bah, tu vois, déjà, vous êtes 2 associés, vous êtes 2 hommes. Donc, comment vous représentez aujourd'hui les femmes? Et bah, ça pourrait être intéressant justement de prendre des créateurs UGC femmes qui peuvent justement représenter cette cible qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à toucher, étant donné que vous deux, j'imagine que c'est vous qui faites les vidéos. Non, après, on a des influenceurs femmes et on a une stagiaire, entre guillemets, Ok. qui s'occupe du marketing. Donc. Ok. Bah, en gros, si tu prends des créateurs UGC, le but, c'est pas forcément qu'ils postent sur leur réseau à eux. C'est que ce soit posté sur ton compte à toi. Ok. Avec les influenceurs, c'est un petit peu plus dur, c'est d'avoir la cession de droit pour reposter sur ton compte. Généralement, c'est plus sur leur compte, etc. Donc là, ça te permet de générer justement plus de contenu. Du contenu aussi qui coûte moins cher que si tu produisais avec une boîte de prod ou avec des influenceurs, parce que l'image d'un influenceur coûte plus cher que l'image d'une personne un petit peu lambda, tu vois, comme toi et moi. Et en fait, avec ces publications que tu vas mettre sur ton Instagram et sur TikTok, mais honnêtement, sur pratiquement toutes tes publications, un budget de sponsorisation, 100, 200 euros, comme ça tu donnes de la visibilité justement à tes publications. Fais aussi un petit peu de dark ads, pardon. Et en gros, ça va te permettre, justement, si tu as une nouvelle collection, de pouvoir mettre les liens, etc. de la nouvelle collection, renvoyer vers ton site internet et générer des ventes. Selon moi, du coup, les 3 piliers, c'est le contenu. Et le contenu, tu peux largement le faire avec des créateurs UGC et ça te permet de générer un flux de contenu assez régulier. L'influence, pour justement avoir ce thème un petit peu d'ambassadeur, de crédibilité, etc. Et la publicité, pour amplifier la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, une marque, les algorithmes, ils ne te mettent pas forcément en avant. Parce que leur but, c'est quoi? C'est que tu payes et que tu leur donnes de l'argent via la publicité. Ok, très Voilà, clair. Très, très, très clair. Pour toutes les personnes qui ont une marque de vêtements. exactement. Ou pas d'ailleurs, parce Ou que cette pas. stratégie peut s'adapter à vraiment toutes les marques. Ouais, c'est très carré. Ok, merci pour ça. Avec plaisir. Alors, revenons un petit peu rapidement sur ça pour la fin. C'est quoi ce que tu aimes le plus dans ton taf, même dans ta vie en règle générale? Bah, en fait, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît au point de me dire que c'est pas un travail. Pour moi, je me lève, je vais faire les trucs que j'ai à faire, je vais, je sais pas, essayer d'avoir un maximum de clients, essayer de faire les plus belles vidéos possibles pour mes clients, avoir les plus belles prods. Là, on est en train de se diversifier un petit peu aussi, on fait pas que de l'UGC, on commence à faire des tournages plus prod, pub, etc. Et c'est hyper intéressant parce que moi, quand j'étais petite, quand je regardais la télé, tu vois, j'aimais beaucoup regarder les publicités. J'aimais aussi beaucoup les émissions que je regardais, mais j'étais pas, je voulais pas zapper quand je veux zapper le mot de vieille, waouh. Je voulais pas changer de chaîne quand je regardais la télé. J'étais matrixée par les pubs, mais comment ils ont réussi à faire ça, etc. Donc j'ai toujours aimé un petit peu ce milieu de pub que je commence à toucher de plus en plus, justement. Et du coup, en fait, j'ai le plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper important de trouver quelque chose qui nous plaît. On a la chance de vivre avec le digital qui nous permet de nous reconvertir maintes et maintes fois si on a envie de trouver, en tout cas d'essayer de trouver quelque chose qui nous plaît. Donc ouais, pouvoir allier en gros ma vie au travail, pouvoir partir au sport à 16h si j'ai envie de partir au sport et retravailler à 22h si j'ai envie de retravailler à 22h, avoir cette liberté, pouvoir travailler avec les gens, donc sélectionner les marques avec lesquelles je collabore, sélectionner aussi les personnes qui rentrent dans notre club de créateurs, etc. Donc ouais, avoir cette liberté globalement, pouvoir toujours évoluer, toujours me mettre des objectifs plus hauts et essayer en fait d'aller dépasser mes limites à chaque fois. C'est ce que j'aime le plus et puis partager l'aventure aussi avec Martin, je trouve ça grave cool. Ouais, tu m'étonnes. Ok, trop bien. Dernière question, et après, c'est fini. Ok. C'est quoi la... C'est quand la dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois? Ouais, alors, première fois, je dirais une prépa marathon du coup parce que c'était la première fois et c'était il y a pas longtemps donc c'était la première fois que je l'ai fait pour la dernière fois, mais je vais le refaire. Mais sinon dans le taf,
Qu'est-ce que j'ai fait? Un tournage sauvage dans le métro. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément les autorisations pour tourner dans le métro et on devait tourner une espèce de caméra cachée qui va sortir lundi d'ailleurs euh, et qui va être sur plusieurs comptes, les gens dans le métro, Créapils, etc. Et moi, je dirais que c'était ça parce que c'était... En fait, on devait mettre un format très humoristique et en même temps mettre en avant la marque sans détériorer la marque, mais tout en étant drôle et pas du tout cringe. En ne filmant personne dans le métro, sauf que tu connais Heure de Pointe aussi, il y a beaucoup de personnes, mais pour la session de droit à l'image, tu peux pas filmer des inconnus. Donc il y avait beaucoup de complexité dans le projet, sachant que c'est un projet qu'on a eu il y a une semaine. Donc du coup, on a dû écrire les scripts, faire le tournage, etc. en 2-3 jours. Et trouver les créateurs dispo. Sur les scripts, tu as plusieurs scénarios, mais en gros, on doit mettre en avant les vacances. Donc, il y a une personne qui se tartine, mais tartine vraiment beaucoup de crème solaire, une autre personne dans un hamac. Enfin, tu vois, tu as beaucoup Dans le métro, tout ça? Tout ça dans le métro, Trop bien. sans se faire capter par la SNCF aussi. Je sais pas trop si j'ai le droit de raconter tout ça, mais bon, voilà. En gros, un tournage un peu sauvage, quoi. De toute façon, il sera déjà sorti quand Ouais, il sera déjà sorti. On verra. On verra, tu me diras ce que t'en as pensé. Si c'est pas supprimé. C'était pour quelle marque? Ça, je peux pas. On est en marque blanche dessus, donc je peux pas le ok, dire. D'accord. Parce que justement, on travaille avec des grosses agences qui travaillent avec. Ah oui, t'as beaucoup de marques blanches. Ouais, j'en ai pas mal. Ça, tu vois, c'est un peu l'inconvénient aussi de travailler avec des grosses marques. Ouais. C'est que malheureusement, on a des très 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 beaux noms, mais qu'on peut pas toujours afficher. Mais après, on est quand même content de faire les projets. Et ok, des gros noms que t'as le droit d'afficher alors. T'en as? Alors j'espère que je vais pas me gourer. Tu m'enverras quand même le rush au cas où, mais on a Filorga, qui est une marque haut de gamme cosmétique. On va avoir Verbaudet aussi, qui est une marque de prêt-à-porter pour les enfants. On a Envie de fraise aussi, qui est une marque du groupe Verbaudet. On va avoir Casidomi, qui est une marque hyper sympa. C'est un supermarché en ligne. On a... Comme par hasard, j'ai tous les clients que je peux pas dire qui s'affichent dans mon cerveau. Bon, après, en clients qu'on peut pas dire, en gros, on a pas mal de chaînes de supermarchés. On a pas mal de cosmétiques aussi assez haut de gamme. On a pas mal de choses pour les enfants, la maternité, etc. On a Lancino aussi, ça je peux le dire, Lancino. Bref, voilà, on a plein de marques diverses et variées. On a Wamis qui est un magazine pour chiens et chats, enfin un média plutôt pour animaux du groupe Purina One. Enfin, il y a pas mal de marques différentes dans plein de secteurs différents, donc c'est assez cool. Et d'ailleurs, ce que j'aime aussi dans mon taf, ça rebondit sur ton avant-dernière question, c'est de pouvoir passer un petit peu du coq à l'âne dans toutes nos campagnes. Lancino, tu vois, on est sur des produits pour l'allaitement, des crèmes pour les démanger, enfin je sais pas trop les termes techniques, mais bref, des crèmes pour les femmes qui allaitent. Et après, on peut passer sur Wamis pour des conseils pour aider son chien à bien vivre les feux d'artifice du 14 juillet. Puis après, on passe sur Student Pop, qui est comment gagner de l'argent quand t'es étudiant. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs différents et je trouve ça hyper cool de pouvoir avoir plein de secteurs différents. Trop bien. Voilà. C'est un truc que j'ai aussi, donc que je partage. Trop cool. Donc c'est vraiment sympa. Bah nickel. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. La caméra est à toi. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et puis à très bientôt. Merci Arthur aussi pour l'invitation. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si jamais vous souhaitez mettre en place une stratégie EGC, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Ok, voilà. Sur LinkedIn, on te retrouve? Sur LinkedIn, ouais, principalement. Après, sur le site cosmi.io. Sinon. Ok, ça roule. Trop bien. C'était l'épisode 8 de Just Brand avec Manon. J'espère que ça vous a plu. C'était Arthur Valton. Et travaillez bien.